Eh bien, donc on va commencer. Comme l'a mentionné Maximilien, l'objectif de ce webinaire, c'est d'aborder le cadre de la collaboration et de la mutualisation autour des outils numériques dans le cadre des politiques de l'habitat. Politique de l'habitat entendu au sens englobant du terme, comme nous allons le voir. Donc, tout d'abord, une présentation de URBS, qui nous sommes. Donc, URBS, c'est une entreprise qui est issue d'un centre de recherche public qui est l'École des mines de Saint-Étienne, qui est une école de l'Institut Mines Télécom, dans lequel un projet de recherche a été initié dès 2016 et a abouti aujourd'hui à ce qui est proposé à l'ensemble des territoires par URBS. Donc, URBS est une société qui est spécialisée dans le traitement de la donnée géographique, mais aussi dans les outils numériques et dans l'accompagnement sur les projets de transition des territoires, que ces transitions soient vues sous l'angle énergétique, social ou environnemental. Le principe et le leitmotiv que l'on a, c'est vraiment de co-construire nos données et nos outils avec l'ensemble des acteurs des territoires, quels qu'ils soient, afin d'avoir vraiment des solutions qui sont adaptées et qui répondent aux besoins. Et on travaille aussi de façon continue avec différents partenaires au niveau national, que ce soit des partenaires institutionnels comme le CEREMA ou d'autres acteurs. Voilà. Tout ce qu'on va vous présenter, ce sont donc des technologies qui sont vraiment matures et pour certaines qui ont fait l'objet d'un brevet qui a été déposé par l'Institut Mines-Télécom. Et globalement, URBS va avoir trois axes de valeur ajoutée. Tout ce que l'on va appeler la data intelligence, donc avec des experts en traitement de données géographiques qui vont venir, comme vous le verrez, regrouper, compléter, enrichir et fournir des jeux de données vraiment complets et utilisables en l'état par notamment des services informatiques ou géomatiques, des outils qui vont permettre de rendre accessibles cette fois-ci ces bases de données à l'ensemble des acteurs qui interviennent dans les politiques publiques, que ce soit des opérateurs terrain, des directions, des opérateurs publics ou privés. Et bien entendu, pour que toute cette donnée via la data intelligence et ces outils puissent bien fonctionner et que l'on mette de l'huile dans les rouages, on va avoir aussi tout un accompagnement et une expertise pour pouvoir en fait aider à la fois la compréhension des données et aussi aborder le sujet de la- l'apport ou le fait que ces outils sont des catalyseurs à l'action et peuvent accélérer les transitions. Donc, URBS, au niveau base de données et outils, va proposer la base de données nationale IMOP. Donc, c'est une base de données qui fournit un ensemble d'informations dont on verra le contenu un peu plus en détail par la suite, sur l'ensemble du territoire hexagonal, donc la France et la Corse, avec des informations qui vont aller depuis l'échelle du logement jusqu'à des données statistiques à l'échelle française, en passant bien entendu par toutes les échelles intermédiaires. Donc on va utiliser différents types de données dont je préciserai par la suite le contenu et les sources. Et ces données-là, il va y avoir deux grands outils. L'un d'entre eux qui est l'Observatoire national des bâtiments, qui est un géo commun en libre accès. Donc, dans le cadre de son activité, URBS a choisi en fait de mettre à disposition l'ensemble des données qu'il traitait en open data, ainsi que différentes fonctionnalités en libre accès à n'importe quel acteur, que ce soit d'ailleurs des acteurs publics ou des acteurs privés. Donc aujourd'hui, c'est un outil qui permet un premier niveau d'accès à la connaissance pour l'ensemble des acteurs des territoires. Et les données présentes dans l'Observatoire national des bâtiments en libre accès sont aussi présentes sur DataGouv. Et pour les acteurs publics spécifiquement, on va avoir une version augmentée de l'Observatoire national des bâtiments qui s'appelle l'ONB+, et qui va permettre l'ajout de fonctionnalités métiers, mais aussi une quantité assez importante de données variées qui sont notamment issues des SI des territoires ou d'acteurs nationaux pour lesquels vous pouvez avoir un accès notamment à des données telles que les fichiers fonciers. J'en parlerai juste par la suite. Alors, comme je le mentionnais, ces données et ces outils ne sont rien sans un accompagnement. Donc, on va aussi fournir un ensemble de ressources, donc des tutoriels vidéo
qui vont permettre de comprendre chacune des fonctionnalités de l'outil, ainsi que des cas d'usage sur la manipulation de l'outil. Donc, vous voyez ici une représentation imagée des différents tutoriels qui sont accessibles directement sur YouTube. On a aussi un forum de la communauté des utilisateurs des ONB. Donc, l'ensemble des utilisateurs vont pouvoir se connecter sur un forum à la fois pour accéder aux ressources documentaires sur les fiches thématiques, sur comment sont construites les données. Les tutoriels vidéo se retrouvent aussi en lien via le forum de la communauté, mais ça va être aussi un espace de partage à la fois pour nous questionner, nous, membres du RBS, mais aussi échanger entre vous sur l'usage métier que vous pouvez faire de ces données-là, les problématiques que vous rencontrez, les solutions que vous proposez d'apporter. Et comme je le disais, donc la documentation qui est aussi très complète et très bien faite et qui vous permet vraiment de rentrer, si vous le souhaitez, dans le cœur de la construction des données. Alors, un premier focus sur la base de données IMOP. Donc, IMOP est un acronyme, ça veut dire Inventaire multi-objet du parc existant. Le terme multi-objet signifie que nous allons travailler la donnée à différentes granularités, le logement, l'adresse, la parcelle, tout ce qui va être les unités liées à des propriétés, mais aussi les iris, les communes, etc. Donc cette base de données est nationale, est issue de différentes sources. Donc, on va manipuler plus d'une centaine de sources différentes. Et ces données-là, on ne va pas juste se contenter de les concaténer entre elles, de les relier, mais on va aussi les redresser, les fusionner. Beaucoup de bases de données de référence et même certains référentiels sont incomplets, peuvent avoir des incertitudes trop importantes. Donc, nos spécialistes en traitement de données vont les affiner, vont les enrichir, vont les raffiner pour pouvoir avoir un niveau de qualité supérieur à ce qui est disponible de façon unitaire. Et on va couvrir l'ensemble du parc résidentiel. Donc, quand on parle de l'ensemble du parc résidentiel, c'est le logement individuel et le logement collectif, que ces derniers soient des propriétés d'acteurs privés, d'acteurs sociaux ou d'acteurs publics. Donc, dans les acteurs publics, par exemple, des logements détenus par des communes. Voilà. Et on va aussi intégrer des éléments sur la présence d'activités au sein de ce parc résidentiel, donc notamment tout ce qui va être les activités en pied d'immeuble qui sont intéressantes, comme Maximilien pourra éventuellement vous en parler, dans le cadre des petites villes de demain, où le fait de redynamiser les centres-villes nécessite aussi de traiter les activités en pied d'immeuble. Donc ça va représenter un peu plus de 21 millions d'adresses, 37 millions de logements pour lesquels on va avoir des données qui vont être organisées en table relationnelle, donc en jeu de données au format géographique. Et toutes ces données, bien entendu, vont être mises à disposition de nos partenaires et ont été, bien entendu, aussi co-construites hein, à la fois par des acteurs publics, mais aussi par un ensemble d'utilisateurs assez conséquent, étant donné qu'aujourd'hui, nos solutions sont manipulées au quotidien par plus de 18 000 utilisateurs en France, avec une croissance assez extraordinaire, étant donné que l'on augmente nos utilisateurs d'un peu plus d'un millier par mois. Alors, concernant le contenu de ces jeux de données et de la base de données IMOP, donc on va avoir globalement 250 attributs principaux. Donc, ces attributs principaux sont des éléments notamment cartographiés, mais dans le détail des bases de données, on va pouvoir atteindre un nombre assez conséquent d'informations avec plus de 1400 attributs détaillés. Alors, ces attributs, bien entendu, de fait de leur richesse et de leur volumétrie, sont regroupés en grandes thématiques. Donc, on va retrouver à la fois des thèmes liés à l'énergie. Donc, par exemple, les diagnostics de performance énergétique, les sources d'énergie, les consommations réelles et un ensemble d'éléments liés à des composantes thermiques, comme la conductance des parois pour les plus spécialistes. Des données foncières, donc ça va être tout ce qui va être issu initialement des demandes de valeur foncière, mais comme vous le verrez, qui sont enrichis par des traitements complémentaires, à la fois liés à des indicateurs
complémentaires que l'on propose, mais aussi à des techniques plus poussées en lien avec l'intelligence artificielle dont je vous parlerai juste après ces slides. Des éléments d'urbanisme, donc l'intégration des permis de construire et des données associées, des éléments techniques très variés allant de l'année de construction jusqu'aux surfaces en passant par les matériaux, les différents équipements, des points et thématiques liées aux risques, notamment les risques climatiques comme le gonflement des argiles, les inondations ou d'autres risques. Tout ce qui va être lié aux informations sur l'usage et l'occupation des bâtiments, des données socio-économiques, des données de gestion, donc des informations très variées dont l'objectif est vraiment de permettre, comme je vous l'ai mentionné dès le début, un traitement englobant des problématiques de l'habitat, quelles qu'elles soient, que ce soit des problématiques liées à la rénovation énergétique, à la gestion du foncier, à la gestion du zéro artificialisation nette, aux problématiques sociales, etc., etc. Si l'on passe donc aux typologies de sources de données, donc comme vous le voyez, elles sont au nombre de 5 grandes catégories de sources de données. Donc on va avoir les données open data qui vont avoir notamment, qui vont regrouper notamment les référentiels, donc les référentiels adresses. Prochainement, le référentiel national des bâtiments qui permet d'avoir une catégorisation en termes de bâti et non plus d'adresse, le référentiel des parcelles et des attributs associés qui vont caractériser toutes ces adresses comme les consommations réelles issues d'Enedis et de GRDF et d'autres fournisseurs d'énergie, le RPLS, les DPE, etc., etc. Toutes ces données open, elles vont aussi être enrichies. Donc, comme je vous le mentionnais, certaines données vont être complétées par des attributs complémentaires. Donc, par exemple, on peut avoir accès en open data au tracé des réseaux de chaleur. Chez URBS, on va aussi calculer pour vous la distance de chacun des bâtiments au plus proche réseau de chaleur. Et donc, ça va vous permettre d'avoir une information qui initialement est un dérivé de l'open data, mais qui a été enrichi. À cela, on va rajouter toutes les données conventionnées qui sont vraiment réservées aux acteurs publics que certains d'entre vous connaissent très bien. Donc, on peut parler des fichiers fonciers enrichis, des données sur les propriétaires, des données LOVAC, du RNIC, donc des données généralement qui sont obtenues via le site Consult EDF, qui est administré par le CEREMA. Donc, dans ce cas précis, URBS s'occupe de l'ensemble des tâches administratives qui permettent d'obtenir ces données-là. On va les intégrer dans la base de données IMOP pour pouvoir réaliser cette structuration de la base de données sur les territoires. Dans un troisième temps, on récupère aussi les données locales ou métiers de nos partenaires. Donc, beaucoup de territoires ont énormément d'informations qui, comme on le verra, ne sont pas forcément structurées ou regroupées pour avoir des bases de données homogènes. Et donc là, on va obtenir souvent de la part des SI des informations sur les périmètres à enjeu, les opérations d'aménagement ou tout autre élément, par exemple les dispositifs d'accompagnement, donc les services publics de la performance énergétique de l'habitat et globalement France Rénov nous fournissent des informations qui nous permettent de suivre la dynamique de rénovation. On obtient des informations via les données des territoires qui travaillent avec l'ANA, comme le FSL ou le LHI, des arrêtés, des procédures, et donc cela permet encore d'avancer dans la connaissance du parc. Le quatrième point, ça va être toutes les données de terrain. Donc là, on va permettre aux utilisateurs, à l'ensemble de notre communauté, d'enrichir des informations, donc de différentes façons, que ce soit des tags de données, pour mentionner comme quoi la donnée est erronée ou n'est pas actualisée, mais aussi la possibilité d'ajouter des observations de terrain. Donc ça, c'est des éléments assez intéressants pour les opérateurs qui travaillent souvent dans le cadre d'appels d'offres publics. Maximilien en parlera, comme Urbanis ou Solia, qui sont amenés à faire de l'arpentage terrain et dans ce cadre-là, peuvent directement intégrer les informations issues de leur arpentage dans la base de données, et ce qui permet en temps réel d'avoir les informations remontées du terrain et donc d'augmenter la connaissance et la qualité de cette connaissance. Et un point qui est vraiment très important, qui est très différenciant, ça va être tout ce qui va être lié à l'enrichissement des données.
Donc aujourd'hui, il y a une branche assez en évolution constante en termes de traitement des données géographiques qui est liée à tout ce qui est euh, en lien avec les approches de machine learning au deep learning, donc la prédiction de données, l'analyse d'images, notamment d'images aériennes, mais aussi de données un peu plus complexes comme le LIDAR, et qui vont permettre d'accéder à un niveau d'enrichissement assez conséquent. Donc pour illustrer cette technique d'enrichissement que l'on propose chez URBS, donc je vais vous parler de deux exemples assez emblématiques. Le premier, ce sont l'enrichissement des DPE. Donc, les diagnostics de performance énergétique, vous devez savoir qu'ils sont normalement remontés depuis 2014 auprès de l'ADEME, mais qu'il y a eu beaucoup d'évolutions dans ces données des DPE, et notamment les DPE avant 2021, qui étaient liés au décret 2012 avec des approches variées, des remontées de données réelles ou des données issues de calculs. Et après 2021, il y a eu des nouveaux DPE qui, cette fois-ci, n'étaient que issus d'algorithmes ou de logiciels de calcul thermique. Sauf que on se rend compte très vite que l'ensemble des DPE remontés avec les nouvelles versions de 2021 ne couvrent qu'une fraction du parc de logements. Donc, selon les territoires, ça va varier, mais on est autour de 15 à 20% au niveau national de bâtiments d'habitation disposant au moins d'un DPE, que ce soit un DPE bâtiment ou un DPE logement. Et donc, dans le cadre de politiques publiques en lien avec le décret d'essence, la lutte contre la précarité énergétique ou les actions de rénovation en lien avec les plans climat, air, énergie, territoire, il est nécessaire d'augmenter la connaissance. Et donc, URBS va proposer des données enrichies via des algorithmes prédictifs pour lesquels on fournit aussi les niveaux de qualité, ce qui est un élément très, très important pour avoir une idée de la fiabilité des modèles, et ce qui permet d'obtenir les cartes, et notamment la carte que vous voyez à droite. Donc, à gauche, sans les prédictions, et à droite, l'ensemble des logements d'habitation en France qui ont une donnée prédite grâce aux algorithmes et qui mixent aussi, bien entendu, les données réelles, sachant que la donnée réelle est toujours prioritaire sur la donnée prédite. Donc, dès qu'un DPE est mis à jour à une adresse, soit nous n'avions pas de DPE et on en a un nouveau, soit il y avait un ancien DPE et un nouveau est mis à jour, on va remplacer nos DPE prédits par les données réelles. On propose aussi ce type de solution pour d'autres données. Donc, un exemple aussi complémentaire, ce sont les valeurs foncières. Les valeurs foncières sont initialement issues des demandes de valeurs foncières fournies par Etalab. Et encore une fois, nous ne disposons que des données issues de l'open data. Et donc, comme seule une fraction du parc change chaque année, on va avoir une information assez limitée. Donc là, on va faire des traitements complémentaires. Déjà, on va actualiser les données DVF anciennes, c'est-à-dire qu'un logement qui a été vendu il y a 6 ans n'a pas forcément la même valeur aujourd'hui. Donc, grâce à nos algorithmes, on va lui attribuer une évolution de son coût. Donc, par exemple, un logement qui avait été vendu à 200 000 euros en fonction de l'évolution de la dynamique locale. Aujourd'hui, peut-être qu'il vaut 240 000 ou 180 000 euros. Donc, on va prendre en compte ces éléments-là pour adapter le prix de 2018 aux valeurs constatées en 2024. Et pour toutes les adresses pour lesquelles nous n'avons pas observé de DPE depuis que de données DVF, depuis que DVF met à disposition ces informations-là, on va prédire. Et ça va vous permettre aussi d'avoir des informations à la fois sur le prix estimé du bien au mètre carré, mais aussi sur le prix minimum constaté, sur le prix maximum vu sur des typologies identiques, des écarts au prix du marché, etc., etc. Donc ces deux exemples sont assez importants parce qu'ils permettent de se représenter en fait la puissance des outils développés par URBS et comme je le mentionnais, ce ne sont que deux exemples, étant donné qu'on va faire le même exercice sur, par exemple, les sources d'énergie. Donc, quelle est la source d'énergie à des adresses pour lesquelles on n'a jamais eu d'informations, sur les systèmes de chauffage, mais aussi la détection des panneaux solaires. Aujourd'hui, il y a une dynamique qui est en train de s'enclencher sur l'installation des panneaux solaires, notamment en toiture. Et donc, chez URBS, avec d'autres techniques, notamment liées au deep learning, on est capable de géolocaliser l'ensemble des panneaux solaires situés sur les toits
des bâtiments résidentiels sur votre territoire. Alors, concernant le partage de la connaissance et la mutualisation, nous avons souhaité chez URBS en fait développer cette base de données et ces outils, donc l'Observatoire national des bâtiments et sa version augmentée, l'ONB+, notamment en lien avec deux grandes typologies de constats. Le premier point, c'était, de notre point de vue, une problématique globale de capitalisation des données sur les territoires. Donc, en fonction des territoires, en fonction des acteurs, on a pu voir que les données étaient souvent diffuses, peu structurées, sous des formats qui ne sont pas initialement faits pour pouvoir collaborer de façon native, donc des formats XLS ou autres, donc des formats Excel ou autres, que cette donnée était, notamment en termes d'accès, assez disparate en lien avec les compétences internes des territoires. Donc, notamment, les plus petits territoires n'ont pas forcément d'ingénierie en interne. Et donc, les données, soit ne sont pas capitalisées, soit le sont, mais avec des formalismes qui ne sont pas adaptés. Tout cela entraîne aussi une problématique de mise à jour, comment ces données évoluent dans le temps, sachant que les données évoluent très vite sur les territoires et que, en plus, au sein d'un même territoire, voire même d'une même structure, on pouvait avoir des doublons en termes de base de données. Et donc, un département pouvait posséder des données que possédait déjà un EPCI. Et au sein de plusieurs directions d'un EPCI, on avait des doublons et des données qui n'étaient pas forcément du même millésime ou de la même qualité. En parallèle de ça, au-delà des données en elles-mêmes, on a pu voir qu'il y avait un foisonnement d'outils multiples, alors beaucoup d'outils publics, qui souvent abordent les problématiques liées notamment à l'habitat de façon silotée. Donc, on va avoir des outils plutôt liés au réseau de chaleur, des outils pour traiter la vacance, des outils pour traiter la rénovation, des outils pour traiter le foncier, des outils pour traiter l'énergie, mais que tout cela, en fait, rend très complexe on va dire, tout ce qui va être lié à la mutualisation, au partage et même à l'optimisation des politiques publiques. Et dans certains cas aussi, des outils qui ne sont pas forcément co-conçus avec les utilisateurs, avec des interfaces qui ne sont pas forcément toutes ergonomiques et des évolutions aussi qui peuvent être incertaines. Donc tout ça nous a amené à proposer, comme je vous l'ai dit, deux choses. Donc la base de données IMOP, afin de permettre au territoire de mutualiser, d'avoir un accès à une base de données structurée pour lequel ils puissent garantir la souveraineté. Ce que l'on fait chez URBS, c'est que chaque partenaire reçoit la base de données de deux manières différentes. Dans un premier temps, nous allons livrer sous un format géographique standard l'ensemble des données du territoire, ce qui va lui permettre d'avoir la souveraineté, de mutualiser et de réutiliser. C'est-à-dire que les données sont chez vous et que vous pouvez les diffuser sans contrainte auprès de tiers. Euh, un EPCI peut les mettre à disposition de ses prestataires, peut les mettre à disposition de ses opérateurs, que ce soit public ou privé, une agence locale de l'énergie ou une agence d'urbanisme. Les données sont chez vous, sont à vous. Et en complément, tout territoire qui aura déjà travaillé les données, tous les territoires de granularité inférieure pourront aussi y accéder sans surcoût. On verra des exemples. Un département déploie la base de données sur l'emprise de son département. Tous les EPCI peuvent demander à ce même département d'accéder aux données. Il n'y aura pas de coût supplémentaire facturé par URBS. Et ces territoires qui voudront accéder à l'outil pourront aussi, en prenant la licence, accéder à l'ensemble des données qui auront été traitées par le territoire de niveau supérieur. Bien entendu, un EPCI ne verra que les données de son EPCI, mais il n'aura pas à repayer le traitement de ces données-là qui auront été déjà faits par URBS. Donc là, on est vraiment sur une mutualisation à la fois des données et aussi, bien entendu, des coûts associés. Concernant l'outil en lui-même, la plateforme est vraiment construite pour que l'ensemble des acteurs de l'habitat puissent les manipuler. C'est-à-dire qu'on a vraiment pensé des interfaces qui soient le plus simples possible. Et comme mentionné tout à l'heure, si jamais il y a des problématiques de compréhension, un ensemble de tutoriels et le forum sont là pour accompagner les utilisateurs. Donc le principe, c'est de permettre, depuis l'opérateur terrain jusqu'au décideur, en passant par les services métiers, de manipuler cette information sous format géographique
d'accélérer les temps de traitement, d'accélérer les analyses, de faciliter les métiers et d'atteindre les objectifs des transitions. Tous ces travaux ont été faits vraiment afin d'avoir une ergonomie adaptée en lien avec les retours que l'on avait pu avoir de l'ensemble de nos utilisateurs. En termes de fonctionnalités, vous verrez que l'outil est vraiment très riche. Donc, vous avez ici des exemples de fonctionnalités. Je ne vais pas les détailler dans cette slide-là. Je laisserai Maximilien vous présenter, suite au cas d'usage, la plateforme en elle-même. Donc, je laisse la parole à Maximilien. Merci Jonathan. Oui, ça va être l'occasion effectivement de présenter tout ce qui a été dit à travers des cas d'usage, des exemples concrets. Alors pour introduire le propos et cette partie, depuis 7-8 ans, on a voilà, globalement les cas d'usage qui ont été identifiés par les acteurs publics ou leurs opérateurs dans le cas de mise en place ou de suivi des politiques publiques, notamment de l'habitat. Alors on vous invite également, c'est aussi l'objectif du forum, hein, à capitaliser ces cas d'usage. Ça peut servir à vos homologues. C'est intéressant pour nous aussi de voir comment sont utilisées les données pour éventuellement renforcer les méthodes collectivement, pour pouvoir développer de nouvelles fonctionnalités. Donc ça, c'est un point important. Donc on va retrouver l'ensemble de ces dispositifs. Alors ça va sur des sujets de bilan, de planification, on le verra à travers la facilitation de produire des diagnostics et des analyses du territoire, d'outiller les suivis et les dispositifs opérationnels, avec aussi la possibilité de faire du repérage, du suivi selon les caractéristiques du parc et de suivre à l'échelle d'un bâtiment, d'une adresse, l'évolution des critères. Donc voilà, globalement, on voit à travers ces cas d'usage l'approche aussi englobante et systémique que présentait Jonathan. On est vraiment sur l'ensemble des politiques publiques de l'habitat, la rénovation énergétique, la vacance, l'habitat dégradé, l'aménagement, c'est-à-dire que même si aujourd'hui l'outil est beaucoup utilisé par des services habitat, c'est aussi utilisé par des services fonciers, des services aménagement. Donc il y a vraiment l'enjeu de désiloter et de coordonner au sein d'une même structure l'ensemble des services sur cette connaissance du bâtiment ou du foncier bâti. Quelques exemples concrets de mutualisation, notamment Jonathan parlait d'approche départementale, mais on le verra par la suite, ça peut se décliner aussi via des acteurs qui ont des compétences sur plusieurs intercommunalités. Il y a vraiment cette approche de pouvoir mutualiser via des territoires dans lesquels on va retrouver plusieurs communes, plusieurs intercommunalités. L'exemple sur lequel on peut s'appuyer, c'est le département de la Loire qui a initié cette dynamique depuis maintenant 3, bientôt 4 ans, à l'échelle de l'ensemble du département. Donc le département a financé à la fois une base de données territoriale, qui inclut donc la base, que présentait Jonathan, enrichie de données premium, donc les prédictions des données manquantes. Et cette base de données, tout comme des accès à l'outil, ont été mises à disposition des 11 EPCI, donc l'ensemble des intercommunalités du département, et des partenaires du département, que sont l'ADIL, l'Agence locale de l'énergie et du climat, et l'Agence d'urbanisme. Avec cet enjeu de pouvoir construire une dynamique et pérenniser cette dynamique dans le temps avec une connaissance qui est actualisée annuellement. Et l'ensemble des territoires ont accès à cette base de données d'une part, et également à l'outil pour chaque structure sur leur périmètre de compétences. Un exemple intéressant sur ce territoire, c'est de voir qu'au-delà de ce premier socle de connaissances qui est déjà très riche, ça n'empêche pas d'aller plus loin. Sur ce territoire, il y a par exemple la ville de Roanne qui a un enjeu sur le permis de louer. Donc sur ce territoire spécifiquement, on a rajouté les périmètres du permis de louer, ce qui a permis à travers l'ensemble des bases de données également de réfléchir, et ça c'est un des cas d'usage qui ressort, comment définir ou faire évoluer des périmètres de dispositifs. Alors on verra qu'il y a un vrai sujet, notamment sur les OPA, les OPA-RU, mais on voit que voilà, sur d'autres périmètres, NPNRU, PNRCAD, l'outil permet aussi de construire, de partager, de faire évoluer ces périmètres-là. Un autre exemple, le département de l'Isère, donc la même approche de produire une base de données à l'échelle du département. Le département a aussi souhaité financer les intercommunalités qui sont à cheval avec d'autres départements. On connaît les spécificités de certaines collectivités, donc c'est intéressant de voir que ce n'est pas forcément une contrainte pour diffuser, produire et diffuser la connaissance. Et dans ce cas de figure, c'est intéressant de voir l'exemple d'une collectivité, le Pays Voironnais, sur laquelle là aussi on est allé plus loin. Donc, dans le cadre du département, donc de voir qu'en fonction des arbitrages, des jeux d'acteurs, les accès à l'outil qui vont permettre d'aller plus loin grâce à la data visualisation qu'on verra par ailleurs, peut être financé soit par le département, soit par les collectivités en bénéficiant du contenu déjà existant. Et donc, dans le cadre de cette collectivité, le Pays Voironnais, on a pu mobiliser aussi des données locales. Jonathan parlait tout à l'heure, donc des données de suivi animation PIG qui sont portées par un opérateur, Urbanis.
et que ces données collectées ont permis du coup d'enrichir, d'actualiser la connaissance sur les sujets des aides. Et c'est un autre opérateur, Solia, qui était dans le cadre d'un dispositif OPRU, qui, grâce à nos outils, a fait du ciblage des aides, notamment le repérage des publics éligibles pour préparer du public postage. L'exemple qui remontait, c'était pour les propriétaires de plus de 65 ans occupant des passoires énergétiques, une passoire énergétique, pardon, de l'intérêt d'avoir du coup les données reconstruites pour avoir une connaissance globale du parc pour ce repérage. Donc voilà un exemple sur ce périmètre-là. Et puis d'autres départements euh, qui ont aussi amorcé la démarche. Je le disais juste auparavant, ce n'est pas forcément l'approche départementale est intéressante parce qu'on retrouve l'ensemble des parties prenantes et puis la mobilisation de certaines données à des échelles départementales peuvent être aussi pertinentes, mais ça peut fonctionner sur des acteurs qui ont des périmètres de compétences transverses, les agences d'urbanisme qui travaillent sur plusieurs EPCI. On peut prendre là l'exemple de l'agence d'urbanisme du Havre qui, grâce aux données, a pu aussi nourrir, alimenter des études, notamment sur le DPE. Point important, nos outils ne viennent pas se substituer aux observatoires existants. Au contraire, ils viennent les enrichir, les consolider, les alimenter avec des données complètes, des données plus fines, des données actualisées. Donc on voit très bien qu'avec les agences d'urbanisme, il y a aussi des synergies, des collaborations fortes qui vont dans l'intérêt collectif. Ça marche aussi pour les syndicats mixtes qui peuvent couvrir différentes EPCI, où là aussi il peut y avoir des jeux de mutualisation. C'était le cas avec le syndicat mixte du Pays de Maurienne. Point intéressant sur ce territoire, on a voilà, comment aller plus loin avec des données locales. On le verra sur une diapo suivante. On a déployé une extension qui a été notamment co-construite avec le CEREMA et Atout France pour la caractérisation des logements touristiques, puisque bien sûr, sur ces territoires de montagne, il y a cette problématique de ce qu'on va appeler l'attrition des logements permanents. On le verra sur les slides suivantes. Donc voilà, globalement, retenir que ce soit des approches par les départements ou d'autres acteurs, ces approches de mutualisation fonctionnent très bien depuis déjà quelques années au profit des différents acteurs. Un exemple sur un seul territoire à travers différents dispositifs, je l'évoquais tout à l'heure avec le Pays voironnais, on va prendre un autre exemple sur une collectivité. D'ailleurs, les deux exemples seront à la fois en milieu urbain et à la fois plutôt en milieu rural pour montrer aussi que cette démarche est vraiment réplicable à l'échelle du territoire. Sur un même déploiement de base de données territoriales et d'outils, ces outils sont utilisés sur différents dispositifs, à la fois sur un suivi animation, un PIG, et à la fois sur des OPRU différenciés qui sont sur trois territoires au sein de cette collectivité. L'outil et les données sont utilisés bien sûr par la collectivité, mais aussi par l'opérateur de ces marchés. Alors, il se trouve que la spécificité, c'est que ces quatre marchés, c'est le même titulaire qu'est Solia, mais ça fonctionnerait très bien avec différents opérateurs. Ça peut être aussi intéressant de réfléchir, c'est ce qu'on travaille avec des territoires, quand les territoires vont écrire de nouveaux marchés, bah, d'inviter l'opérateur à mobiliser ce qui existe déjà pour justement plutôt se concentrer là où il est attendu, sur de l'analyse, sur du suivi animation, sur de l'animation de jeux d'acteurs, de la préconisation, du contact auprès des publics. Et au-delà de cette accélération et de ce gain d'efficience et de temps sur la partie notamment diagnostic, c'est ce qu'a pu faire Solia notamment sur les diagnostics pour les OPRU, comme pour la première partie du PIC pour la caractérisation de la connaissance, c'est que sur la partie suivi animation, Solia va aussi capitaliser de la donnée terrain, ce qu'expliquait Jonathan tout à l'heure, ce qui permet aussi de consolider la base de données via l'outil, en certifiant aussi, quelque part, à travers la cartographie, à travers l'ensemble des caractéristiques d'un bâtiment, de ne pas se retrouver quelque part avec des fichiers Excel volants où ont été capitalisées des informations qui vont coûter du temps à être réappariées. Et il y aura sans doute de la perte en ligne aussi, parce que les adresses parfois ne sont pas bien saisies, parce que voilà, toutes les problématiques relatives à la donnée géographique. Sur un territoire plus urbain, donc l'établissement public territorial d'Est Ensemble, au niveau du Grand Paris. On a déployé également les dispositifs et les outils dans le cadre d'une veille observatoire du parc privé. Ce qui est intéressant donc depuis maintenant 3 ans, dans cet exemple, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une multitude de partenaires qui ont accès à ce même outil. On va citer bien sûr les communes, donc de cette intercommunalité, l'Agence locale de l'énergie et du climat, la LACMVE, avec la spécificité que les données de suivi des aides et des accompagnements dans le cadre des missions de l'ALEC ont été aussi rajoutés dans la base de données et dans l'outil. La DRIL, la métropole du Grand Paris, et puis l'opérateur de la VOC, qui est, dans ce cas de figure, Développe-toi.
Ça, c'est un point important parce que là aussi, sur un même outil, sur une même base de données, on met à disposition, on partage l'information à l'ensemble des acteurs. Et là, globalement, ce qui ressort très bien, on pourra le voir sur la démonstration de l'outil, c'est comment outiller le diagnostic, comment outiller au repérage des bâtiments, des copropriétés fragiles. L'outil permet de rapidement mettre ça en place, ce qui laisse plus de temps, notamment à l'opérateur, de sonder plus d'immeubles qu'il n'aurait pu le faire finalement s'il n'y avait pas eu cette ingénierie en amont. Je l'ai évoqué, sur quelques slides précédentes. Ça peut être aussi donc complété par des extensions thématiques. Ici, c'est des données, donc c'est un vrai sujet sur l'attrition des logements permanents, caractériser les hébergements secondaires et touristiques, et notamment, c'est un vrai sujet forcément pour les stations de montagne, mais ça se décline au littoral, ça va se décliner aussi au milieu urbain avec les problématiques, de location. Mais en tout cas, la méthode a été validée, sur ces stations de montagne. Elle pourrait être déclinée à d'autres territoires, mais là aussi, point de vigilance, ça nécessite, de consolider les méthodes et éventuellement avec vous, acteurs de ces territoires. Mais voilà, sur tout territoire de montagne, aujourd'hui, il y a une méthode, en partenariat avec Atout France et le CEREMA qui a été déployée, donc qui vient se rajouter à la connaissance existante. Et aujourd'hui, donc sur 25 communes, que ce soit dans les Pyrénées, dans le Massif central, dans les Alpes, cette connaissance est déployée et l'outil est aussi, utilisé par le CEREMA ou Atout France qui est missionné notamment dans le cadre de ce programme autour de la rénovation des stations de montagne. Donc, des acteurs peuvent avoir accès à 25 territoires et puis le territoire peut aussi avoir accès à la connaissance et puis, au-delà de la question de l'attrition des logements, se servir de l'outil pour sa gestion des politiques publiques de l'habitat, dans toutes ses composantes. Voilà, donc si je résume ce qui a été dit aujourd'hui, ce qui ressort beaucoup, il y a 3 points heu, que je vais illustrer par une courte démo. La partie soutien au diagnostic et à l'analyse avec un réel gain de temps, à la fois pour vos services internes comme pour les opérateurs. La partie suivi et évaluation, puisqu'on va suivre à l'échelle de l'adresse, du bâtiment, de la propriété, l'ensemble des caractéristiques et un vrai sujet sur la partie repérage, comment cibler alors on parle beaucoup d'approche proactive, comment cibler, identifier, des potentiels, des bâtiments homogènes, des passoires thermiques, mais aussi, ça marche très bien, ça se décline aux politiques de lutte contre la vacance ou l'habitat dégradé, pour des campagnes de publipostage, pour mettre en œuvre des actions, avoir vraiment un repérage fin et précis et qualifié. C'est ce que évoquait Jonathan tout à l'heure, c'est de bien qualifier la donnée pour savoir parmi ces paniers, quelle est la qualité de l'information qui est collectée pour ensuite engager décision et action. Alors je vais basculer, je vais faire une présentation en 1 ou 2 minutes de l'outil. Globalement, vous avez tous accès, lorsque vous avez un identifiant à l'Observatoire national des bâtiments, au portail applicatif. Pour rappel, vous retrouvez notamment ici, on l'a évoqué, le forum, dans lequel beaucoup de documentation, de tutoriels ou des questions, peuvent être, remontées. Et puis, si vous avez, accès à l'ONB+, vous allez pouvoir accéder donc sur un territoire à la fois à des données conventionnées, les fichiers fonciers comme l'évoquait tout à l'heure Jonathan et également des données, prédites. Si on prend l'exemple du DPE, on va retrouver ici une cartographie des DPE réels et la cartographie des DPE reconstruits. On voit ici que la connaissance est complétée, ce qui permet d'avoir une caractérisation englobante du parc. Alors, l'outil globalement, pour la partie diagnostic et analyse, on va retrouver des cartographies où là aussi, on va pouvoir croiser, on l'évoquait tout à l'heure, les périmètres. Donc on peut rajouter des périmètres et en toute autonomie, depuis l'outil, produire, éditer des cartes en un clic. Vous allez pouvoir télécharger une carte. Le diagnostic va pouvoir aussi être alimenté évidemment par des graphiques, des chiffres, par des tableaux de bord. Là aussi, des tableaux de bord qui sont dynamiques. Donc, on a un ensemble de données disponibles. On peut avoir accès au catalogue des données, à rajouter l'ensemble des items, des graphiques, des indicateurs que l'on souhaite. Et on peut aussi avoir accès éventuellement à des tableaux de bord sauvegardés. C'est l'intérêt d'un parcours utilisateur personnalisé et partageant de sa structure on parle de mutualisation. On peut aussi capitaliser au sein de sa structure les graphiques, le parcours utilisateur que l'on a mis en forme et que l'on peut sauvegarder. Donc là, par exemple, j'ai quelques éléments et on retrouve notamment des données locales issues de l'ALEC, des données plutôt issues de sources nationales. Donc tous ces éléments peuvent être là aussi téléchargés, ce qui alimente tout de suite un diagnostic. On peut avoir d'autres tableaux de bord, éventuellement, ici on a un portrait de territoire au PAERU qui a été mis en place, qui permet là aussi par rapport à un catalogue de données assez consistant, d'avoir un accompagnement pour savoir quels sont globalement les indicateurs qui sont sollicités dans le cadre de certaines politiques publiques de l'habitat. Et le point important,
on peut avoir aussi un diagnostic ciblé, soit par commune. Ici, on est sur une EPCI, il y a plusieurs communes et en quelques clics, les chiffres sont à jour. Soit s'il y a des périmètres, ce qui peut être intéressant, ce même diagnostic peut ressortir à l'échelle éventuellement d'une OPA. Je choisis une OPA et on voit les métriques se mettre à jour et la carte aussi. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un réel gain de temps sur l'élaboration d'un diagnostic et qui laissera du coup plus de temps à l'analyse fine ou aux préconisations, soit par vos services en interne, soit par vos opérateurs. La partie diagnostic ciblé peut être affinée aussi par la partie filtre multicritères. Là, on est sur des filtres géographiques où on croise des périmètres. On pourrait aussi rajouter des typologies. On veut produire un diagnostic simplement pour le parc privé, euh, éventuellement les propriétaires bailleurs. Donc, on pourrait rejouer cette sélection. Alors là, je suis toujours sur l'OPA et le bilan de la sélection, même chose, va se mettre à jour en ne ciblant que le parc privé avec sans propriétaires occupants, avec 100% de propriétaires bailleurs. Donc ça va permettre d'avoir des diagnostics et des analyses ciblées. Et de par ce filtre multicritère, on va pouvoir aller un peu plus loin et aller sur la partie repérage. Donc là, j'ai sélectionné quelques indicateurs. Je pourrais éventuellement sélectionner d'autres attributs ou me baser sur un scénario existant. Donc il y a notamment un scénario pour identifier le parc privé fragile sur ce territoire-là, où on va retrouver d'autres éléments, le taux d'impayé des copropriétés, des arrêtés de péril qui peuvent être issus de données locales. Ici, c'est des données issues des 9 communes. Et puis, on parlait tout à l'heure des données prédites, l'écart au prix du marché, repérer les bâtiments qui ont un prix en dessous du marché ou les DPE, les DPE qui sont enfin, voilà, entre ESG pour essayer de repérer les potentiels passoires thermiques. Et quand on joue la sélection, alors je vais jouer la sélection comme ça, on va retrouver 34 adresses qui correspondent à cette sélection avec là aussi les caractéristiques de ces 34 adresses pour ensuite entamer une démarche soit d'accompagnement, soit d'aller consolider la connaissance sur le terrain, peut-être avec une visite. Là, ce qui est intéressant dans ce cas de figure, on a rajouté un item qui est les types d'aides sollicitées, donc ils sont issus d'accompagnement de l'ALEC. Si on rajoute ces éléments, on peut voir que sur ces 34 adresses, il n'y en a qu'une qui a été accompagnée et peut-être qu'il y en a 33 qui passent sous les radars. Donc voilà comment on pourrait mettre en place éventuellement une action en exportant la liste des résultats, en format Excel, en format SIG, et le faire suivre à ses collaborateurs ou à son opérateur. Ça, c'est du coup une fonctionnalité qui est très utilisée sur l'ensemble des territoires. Et puis ensuite, si on va à l'échelle de l'adresse, donc j'ai gardé le bâtiment qui avait été accompagné, on va pouvoir cliquer sur le bâtiment ou rechercher une adresse connue. Et quand on va sur son tableau de bord, même chose, on accède à l'ensemble du catalogue de données, à des gabarits pour éventuellement n'accéder qu'aux informations qui nous intéressent. Et on va voir ici l'ensemble des caractéristiques de ce bâtiment qui sont qualifiées. Tout à l'heure, Jonathan parlait des métadonnées. Pour chaque item, on a un symbole information qui vous donne la source, le millésime, les méthodes, la qualité et des fiches descriptives pour bien comprendre de quoi on parle. Et puis ici, on peut voir effectivement un ensemble d'informations avec soit des informations de suivi que l'opérateur ou vos services pourraient éditer. On parlait tout à l'heure de contribution. Il y a un mode éditable pour les tiers de confiance qui peuvent éventuellement faire remonter des informations. Ici, il y a des éléments comme une observation de bâti ou de vacances. Les acteurs peuvent faire remonter ces informations. Dans le cadre d'arpentage, il y a beaucoup d'informations comme ça qui sont notamment remontées. Et puis, on retrouve ici des données locales sur un immeuble qui a été ciblé par une étude, par des, pardon, je vais aller un peu loin, par des données de suivi, etc., etc. Et là aussi, on peut exporter la fiche immeuble, donc notamment dans le cadre de veille observatoire, les fiches immeubles, quelque part, sont déjà constituées en quelques clics via l'outil. Je vais m'arrêter là sur la présentation de l'outil, et puis je vais conclure le webinaire avant de laisser un peu de temps aux questions et aux échanges. Donc en conclusion, on vous a présenté aujourd'hui, pour une structure, quel que soit son périmètre de compétences, il faut savoir qu'aujourd'hui, on déploie l'ONB+ pour 2 400 € par an, sans limite d'utilisateurs. Ce qui est un point important par rapport à tout ce qu'on a dit, c'est que cet accompagnement va à la fois englober l'accès à l'observatoire dédié et personnalisé sur le territoire, avec vraiment une gestion autonome du parc utilisateur. Je n'ai pas pris le temps de le présenter, mais il y a vraiment une possibilité d'administrer son observatoire, sa géoplateforme dédiée à son territoire, de bénéficier des évolutions. Jonathan l'évoquait, grâce à la communauté, on arrive aussi à faire évoluer les méthodes, les outils, et ça aussi, sans surcoût, tout le monde en bénéficie. La base de données,
Ça, c'est un point important donc pour, reboucler avec ce que disait Jonathan, qui est propriété de la structure, livrée dans un format, dans un standard géographique avec les identifiants des référentiels pour que ce soit éventuellement travaillé avec, d'autres bases de données, d'autres thématiques. Téléchargeable aussi depuis l'outil, ça c'est un vrai sujet, c'est-à-dire que les données sont plutôt dans une logique d'expansion. On vise aussi la sobriété numérique, donc quelque part des données utiles et utilisées, que les acteurs téléchargent les données dont ils ont besoin depuis l'outil. Et puis, bah, comme on le disait, ça peut être évolutif, c'est-à-dire qu'on peut partir de ce socle-là et sur demande ensuite compléter, en fonction des enjeux, en fonction des feuilles de route, la connaissance par des données enrichies ou des données locales. Et le point essentiel, c'est vraiment un accompagnement, 360 de A à Z avec nos experts sur les sujets, ça va des sujets juridiques, collecte, traitement, diffusion des données, jusqu'au sujet de processus organisationnel qu'évoquait Jonathan en amont, ou des sujets plutôt techniques. On parlait des DPE, on peut avoir des temps dédiés sur des sujets en jeu ou sur lesquels il y a beaucoup de mouvements ou de complexité. Qui amène, alors ça sera la slide d'après, pardon, sur ce format-là, quelques références. Aujourd'hui, c'est plus de 600 territoires qui mobilisent l'ONB+. Alors, il y a un ticket d'entrée quelque part qui est de 2 400 €. Avoir en tête que le panier moyen dépasse rarement 10 000 € par an pour des très grandes collectivités qui vont mobiliser beaucoup de données. Donc ça donne aussi une idée du niveau d'accompagnement qu'on peut déployer des grandes métropoles au département jusqu'aux toutes petites communes. L'objectif, c'est aussi de s'adapter au budget de ces petites communes, jusqu'aux acteurs, du coup, opérateurs comme tiers partenaires des territoires, les agences d'urbanisme, les DDT, les ALEC, les ADIL, etc., ou des opérateurs privés, du coup, qui sont missionnés dans le cadre de vos politiques publiques. En conclusion, les images ont sauté, je ne sais pas pourquoi. Il y aura 2 prochains webinaires, ça pourra, en fonction des questions que vous avez, on pourra peut-être creuser ça sur un prochain webinaire. Il y aura un webinaire dédié, notamment à l'utilisation du GeoPackage, donc la base de données. On va faire une mise à jour conséquente de la base de données IMOP, un peu avant l'été. Donc à cette occasion, sera animé un webinaire sur comment utiliser nos données en dehors de l'outil, à travers des GeoPackage sur d'autres outils SIG que vous avez peut-être en interne. Et un deuxième webinaire, celui-ci consacré du coup sur les données prédites, ce qu'évoquait Jonathan tout à l'heure avec, on l'imagine, un focus sur le DPE qui amène beaucoup de questions. Donc là, bah, si vous êtes abonné à notre newsletter, de toute façon, vous recevrez les infos pour ces 2 webinaires. Merci en tout cas à tous et puis au plaisir d'échanger avec vous. À très bientôt.